30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans jour pour jour que la RDC est indépendante. Cette indépendance n'est pas seulement politique, mais aussi sur les aspects de l'environnement, mais notamment les aspects du tourisme. Pour aborder ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur le ministre du Tourisme, Yves Bonkoulou. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux dans le cadre de la célébration des 60 ans de la RDC. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Il n'est pas seul sur ces plateaux, il est accompagné donc d'un scientifique, c'est le professeur Ramazani. Bonjour professeur. Bonjour cher ami. Vous êtes enseignant à l'ISP Gombe, c'est ça? Oui, à l'ISP Gombe, à l'UCC, dans plusieurs universités de la République. Merci beaucoup, professeur. Et nous avons aussi un opérateur économique qui œuvre dans le domaine du tourisme. Il s'agit là de Zongo Seli Safari, qui est représenté ici par son chargé de communication. Bonjour, monsieur Kabongo. Bonjour. Vous vous sentez bien? Très très bien, oui. 60 ans après, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine du tourisme? Certainement beaucoup de choses. Et c'est le ministre de ces secteurs donc, qui va nous en dire beaucoup plus. Alors, monsieur le ministre, je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez aujourd'hui que le secteur du tourisme peut apporter quelque chose au trésor public? Je l'affirme, étant donné que d'après les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme, le secteur du tourisme, d'abord à travers le monde, contribue à 10% du PIB mondial et participe à 30% des exportations et emploie 1 sur 10. En République démocratique du Congo, il s'y est également de les signaler. Nous avons réellement des difficultés pour donner des statistiques fiables, étant donné que le secteur du tourisme se retrouve dans le secteur des services marchands, mais nous estimons à peu près à 1 à 1,9% de contribution dans le PIB. Et si nous y travaillons très sérieusement, nous sommes très sûrs que dans les années à venir, nous pouvons également atteindre à contribuer à 10% de l'économie de notre pays. Professeur, pensez-vous que cela est vrai en tant que scientifique? Oui, heureusement que vous avez dit « peut apporter ». C'est ça, la nuance qu'il y a. Mais il y a des préalables pour que le tourisme puisse apporter à l'économie. Il faut d'abord que le tourisme soit considéré comme un secteur économique à part entière, ce qui n'est pas du tout le cas sur le plan de la conception même du tourisme en République. Filière d'économie qu'on appelle économie du tourisme. Et il y a des agrégats qu'on appelle des macro-variables économiques du tourisme qui doivent être épinglés, examinés et surtout étudiés pour que les touristes puissent contribuer à l'économie. Mais ce n'est pas comme nous voyons maintenant, c'est comme nous allons dans une économie de la cueillette. Non. Est-ce que nous avons suffisamment investi dans les domaines économiques? Je ne sais pas si nous allons répondre à cette question. Et nous sommes conscients, heureusement que nous avons un opérateur, que les entreprises touristiques ou les investissements dans l'économie touristique, le tourisme qui est une industrie, a ses caractéristiques. 3 principalement qu'on doit retenir. D'abord, c'est une industrie lourde, mais à rentabilité lente. Autrement dit, si vous investissez aujourd'hui, n'attendez pas que dans 2-3 ans, vous puissiez rentrer dans... Non. C'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il faut de la patience. Deuxièmement, le tourisme, c'est une industrie lourde, mais à financement onéreux. Ça veut dire que vous courez même les risques. Avec tout ce que nous connaissons, c'est une entreprise très risquée, mais qui peut générer beaucoup de recettes. Encore ici chez nous, l'entreprise touristique, les entreprises touristiques, voulais-je dire, sollicitent les financements dans les mêmes contexte que les autres entreprises. Ça, c'est le problème, ce sont des préalables que nous devons examiner sur le plan national afin que nous puissions lancer l'industrie touristique
congolaise. Est-ce que vous pensez, professeur, que la RDC a hérité quand même d'un patrimoine touristique de nos colonisateurs dans le temps? Vous parlez de patrimoine. C'est comme on parlerait des attraits touristiques. Nous en avons. Il faut transformer ces attraits en richesses touristiques, les richesses en produits touristiques. Et les produits touristiques doivent être montés. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans la production touristique. On les appelle les tour opérateurs. On n'en a pas en RDC. Peut-être son Excellence, Monsieur le Ministre, va me dire qu'il y a des tour opérateurs. Il n'y en a pas. Les agences de voyage, nous les avons. Donc ce sont des unités touristiques que nous devons distinguer sur le plan économique pour que notre secteur soit viable. Monsieur le ministre, quels sont les quelques sites qui peuvent faire l'objet d'attractions, les sites touristiques qui peuvent faire l'objet d'attractions à travers les pays, et ils sont dans quel état ces sites touristiques? Merci pour la question, mais je vais peut-être revenir en arrière avec une préoccupation que le professeur a soulevée aussi. Je crois que je ne contredis pas ce que le professeur est en train de dire. Mais nous devons comprendre qu'avec la volonté politique actuelle, le secteur du tourisme a été classé dans les secteurs économiques. Mais je crois qu'il y a une marche à faire, le professeur l'a si bien relevé. Nous avons encore un produit touristique à définir. Aujourd'hui, nous n'avons pas un produit touristique à vendre. Je crois que le professeur l'a relevé. Et aussi, un sérieux problème en ce qui concerne l'organisation du secteur privé. Le tourisme, ce n'est pas le pouvoir public qui vend le tourisme. Ce sont les tours opérateurs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un parc, il ne suffit pas d'avoir des chutes, mais il faut également le rendre attractif. C'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de notre projection, de notre plan directeur que nous sommes en train de mettre en place pour réellement rendre attractifs ces différents sites et aussi définir un produit touristique que nous allons vendre à travers le monde. Et je crois que c'est à ces moments-là que réellement la République démocratique du Congo, nous allons entrer dans la compétitivité dans le monde du tourisme. Et en ce qui concerne les différents sites, je crois que la République démocratique du Congo a une potentialité, mais une diversité. Ici, là où nous nous retrouvons, c'est un merveilleux site touristique, les jardins botaniques de Kinshasa. Mais nous devons soulever qu'il y en a nombreux. Je ne saurais pas tout citer. Nous avons environ plus de 1400 sites touristiques qui sont répartis en sites culturels, en sites historiques, en sites géomorphologiques. Mais si je dois citer quelques sites, en commençant par la capitale, ici la ville de Kinshasa, nous avons les jardins botaniques. En face de nous, nous avons les jardins zoologiques. Nous avons également Lola Bonobo. Quand vous allez vers le Congo central, nous avons le chute de Zongo. Nous avons des grottes au niveau de Mbanzangungu. Nous avons les sites de poissons aveugles à Vampa. Nous avons également la plage qui a pratiquement 40 km, la côte à Mwanda. Nous avons également à Tianfumu, qui était la cité des esclaves. Nous avons les musées nationaux à Kinshasa, à Lubumbashi. Nous avons également des jardins botaniques, que ce soit à Lubumbashi. À Mbandaka, nous avons les jardins botaniques de Yala, les jardins botaniques de Kisantu dans le Congo central. Et nous avons 9 merveilleux parcs. Il faut le dire, 5 qui sont placés dans les patrimoines universels de l'UNESCO. Et nous avons également des lacs qui sont également des véritables attraits touristiques que possède la République démocratique du Congo. Mais qui jusque-là reste toujours potentiel, qu'on ne sait pas encore convertir en richesse réelle. Je pense que petit à petit, il faut encourager les initiatives qui sont prises par les opérateurs privés. Je donne l'exemple des Céli Safari à Zongo, qui est également un site naturel, mais qui a été transformé. Et nous savons tous que ces sites-là font la fierté de notre pays. Beaucoup reste à faire, mais nous pouvons déjà encourager et soutenir les initiatives privées qui sont prises dans ce sens-là. Monsieur Joël Kabongo, vous êtes point focal communication de Safari Zongo. Parlez-nous un peu de cette entreprise et quels sont les services que vous offrez à vos clients? Si je peux parler de Céli Safari Zongo, on peut commencer par son origine. Tout a commencé par un désir de surprendre. Monsieur Sunguza a juste voulu surprendre sa femme un jour. Il dit bon ok, on va faire un tour. Et arrivé aux chutes de Zongo, il en est tombé amoureux. Et depuis ce jour, c'était en 2008,
2008, ce site appartenait à quelqu'un. Depuis 40 ans, il en était propriétaire. Et en 2008, il a acquis les titres de propriété, il a transformé. Aujourd'hui, Seli Safari Zongo offre plus ou moins 65 types de logements. Nous avons des résidences, nous avons des villas, nous avons des chambres, des bungalows. Et notre fonctionnement, au fait, nous fonctionnons par réservation. Vous pouvez réserver à Kinshasa, vous pouvez réserver en ligne, par email ou par WhatsApp. C'est ça, au fait. Je peux même dire qu'en réservant, le départ de Kinshasa est très facile. L'accès à 135 km de Kinshasa à ici, vous n'avez qu'à rêver, au fait. Tous les jours, nous voulons surprendre les gens pour rêver. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et je voulais même passer le message pour dire que vous pouvez réserver partout où vous êtes au monde. Pour l'instant, nous utilisons en mode fréquent le WhatsApp, c'est sur le 081. Est-ce que c'est assez visité les sites? Est-ce que c'est assez visité en termes de fréquentation? On peut avoir une idée? Que nous sommes en deçà, parce que vu la population d'abord de Kinshasa qui, après 2 ans de travail, est devenue notre cible. Parce qu'au début, nous pensions que nous pouvons avoir la cible que des touristes étrangers. Mais en comprenant, nous avons voulu changer la technique pour faire à ce que le tourisme soit à l'intérieur. Donc à plus ou moins 11 millions d'habitants, nous pensons que Kinshasa serait une très grande cible de notre clientèle. Donc c'est là que nous sommes en train de travailler pour que notre site ne soit pas seulement exploité ou visité par les étrangers, mais essentiellement par les Congolais. Parce qu'il y a une merveille que beaucoup de gens n'ont pas encore découvert qui est Zongo Seli Safari. Mais le professeur justement a évoqué les problèmes de l'économie du tourisme, notamment les investissements nécessaires qu'il faut. Est-ce que vous en bénéficiez quand même? Ou bien c'est juste un investissement privé? Nous pouvons dire que nous avons eu la chance parce que le plus grand privilège que nous avons eu, c'est la visite du président de la République qui est venu loger chez nous. Pour nous, nous pouvons... L'ancien président ou l'actuel? Les deux. L'actuel aussi a logé chez nous. Ça a été pour nous un très grand privilège. Et nous comptons cela comme une contribution parce qu'au début, nous avions une difficulté. C'était les routes. L'accès sur Sonabat a été devenu pénible parce que vous devez faire 12 heures de route pour arriver. Mais avec l'aménagement de Zongo 2, le gouvernement a pu réaménager le tronçon qui s'entoure vers Zongo, ce qui permet qu'aujourd'hui l'accessibilité est devenue facile et je peux dire que la fréquentation a un tout petit peu augmenté. Donc les gens n'ont pas à prendre 12 heures, mais ils peuvent faire un maximum 3 heures pour arriver à Zongo. Je peux croire là que c'est un investissement indirect du gouvernement. Nous pouvons dire ça pour l'instant parce que Zongo Seli Safari fonctionne sur investissement privé. Monsieur le ministre, je voulais dire que l'enclavement est aussi un véritable problème d'accessibilité à ces différents sites touristiques à visiter en RDC. C'est un réel problème. Je crois que parmi les difficultés que nous avons avec nos différents sites, c'est l'accessibilité. Raison pour laquelle la loi 18/018 qui porte sur les principes fondamentaux sur le tourisme avait réellement prévu que le pouvoir public puisse mettre en place un plan directeur pour essayer d'évaluer toutes ces difficultés. Parce qu'avec tous les nombres des sites que nous avons, il faudra réellement évaluer les difficultés qu'il y a en ce qui concerne les voies d'accès. Et actuellement, nous avons prévu à travers le ministère du Développement rural la réhabilitation de ces différentes voies pour faciliter l'accès des publics, ou soit des touristes, à ces différents sites. Mais il y a également les questions liées notamment à la sécurité. Est-ce que vous les considérez aussi dans vos plans? Je pense que la question de la sécurité, elle est d'ailleurs la mission primordiale de tout pouvoir public. Nous le faisons assez. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la sécurité seule peut se présenter comme un obstacle pour le développement du tourisme dans notre pays, étant donné qu'il faut le reconnaître, dans la partie est de la République,
il y a beaucoup de poches d'insécurité, mais dans la partie ouest, je crois que nous pouvons très bien développer le tourisme parce que nous ne rencontrons pas beaucoup de difficultés de sécurité, que ce soit au centre et même au sud du pays. En tant que patron de ces ministères, quelle est votre vision du tourisme de la RDC? Notre vision, c'est réellement de rendre le tourisme une industrie. Le tourisme à travers le monde est devenu une industrie, mais pour le rendre une industrie, il y a beaucoup de préalables. Et parmi ces préalables, nous avons pensé mettre en place un plan stratégique. Dans le plan stratégique, nous l'avons énuméré en 5 axes majeurs. Le premier axe, c'est l'axe de la normalisation du secteur. Il faut le rappeler que la République démocratique du Congo n'avait pas dans ses ambitions le tourisme comme un des secteurs majeurs. Et s'il faut rentrer dans l'histoire, ce n'est qu'en 2014 que nous avons réellement eu un ministère entier du tourisme. Parce que dans le temps, il faut le dire, le ministère du tourisme était d'abord une direction au sein du ministère de l'Environnement, Culture et Arts à l'époque. Et petit à petit, ces ministères étaient devenus connexes, soit au ministère de l'Information, soit au ministère de la Culture, soit au ministère de l'Environnement. Et depuis 2014, la République a réellement compris que nous pouvons faire de ces secteurs un grand atout pour le pays. Et sur ce, nous sommes en train de travailler avec la loi qui est arrivée en 2018 pour mettre en place les mesures réglementaires pour organiser les secteurs. Parce que le secteur du tourisme, il faut, si on doit s'en souvenir, n'est régi que par quelques lois disparates, quelques ordonnances prises à l'époque du président Mobutu sur l'organisation du secteur, effectivement, qui sont devenues obsolètes, l'organisation du secteur de l'hôtellerie, des débits de boissons, de restaurants. Mais aujourd'hui, le tourisme ne se limite pas qu'à ça. Raison pour laquelle nous avons pensé à la normalisation du secteur, la mise en pratique des mesures réglementaires qui encadrent la loi, et également la question de la formation. Nous devons nous poser la question, est-ce que la qualité de l'enseignement que nous donnons à la République démocratique du Congo nous permet réellement d'être au niveau de nos ambitions? Je ne pense pas. Vous allez remarquer qu'il y a peu d'établissements réellement touristiques en République démocratique du Congo. Les quelques établissements qui sont en train de donner des enseignements qu'il faut encourager, très difficilement d'ailleurs, ce sont des établissements pour la plupart à vocation pédagogique. Je donne l'exemple de l'ISP Gombe, je donne l'exemple de l'ISP de Lubumbashi ainsi que de l'UPEN. Les établissements essentiellement touristiques, nous n'en avons pas assez. Et nous avons également pensé, dans ce même cadre-là, de relancer le projet de la construction d'une académie du tourisme en République démocratique du Congo. Comme deuxième axe, nous avons pensé, c'est la numérisation et la digitalisation du secteur. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, le monde tourne vers le numérique. Et cette digitalisation va nous permettre autant de vendre notre destination et de communiquer sur la destination RDC, mais aussi nous faciliter la recueil des taxes et redevances. Parce que ça aussi, il faut les rappeler, l'État ne peut se servir que de ce qu'il reçoit auprès des opérateurs. Mais la récolte des taxes constitue une épine aujourd'hui dans notre secteur du tourisme, mais nous l'avons déjà... Oui, la couverture est faible jusque-là, mais il y a déjà un travail qui a été effectué dans le secteur de l'aviation, où les taxes déjà sont collectées, soit les redevances sont collectées d'une manière numérique, dématérialisée. Et c'est ce que nous finalisons maintenant avec le secteur de l'hôtellerie, des restaurants et cafés. Et bientôt là, nous lançons cette numérisation dans le secteur du transport, que ce soit routier, fluvial, lacustre. Nous comptons également avec le troisième axe qui est celui de la coopération et du partenariat. Nous devons reconnaître que la République démocratique du Congo, nous avons également cet avantage de se retrouver au centre de l'Afrique. Ce qui fait de nous un pays avec un atout majeur de relier les différentes destinations touristiques. Nous nous retrouvons en même temps, étant membres de la SADC, nous avons également une organisation qu'on appelait RETOSA, qui organisait le tourisme dans l'Afrique australe, qui nous permet aujourd'hui de développer la coopération avec la Namibie, qui a la plus grande institution en ce qui concerne la formation sur la domestication des animaux. Donc nous sommes en partenariat avec la Namibie. Ni été la Covid, nous devons accueillir le ministre namibien du tourisme avec qui nous comptons développer ces partenaires afin que les administratifs
dans le secteur du tourisme puissent bénéficier également de la formation dans cette académie et également avec le Zimbabwe. Dans le même cadre, nous avons relancé la coopération avec la Tunisie. Il faut le soulever, la Tunisie, c'est l'une des plus grandes destinations touristiques en Afrique, mais aussi c'est la Tunisie qui a la plus grande spécialité dans le cadastre touristique. Pour définir le cadastre touristique congolais, la Tunisie a accepté de nous accompagner et nous avons également relancé la coopération avec l'Égypte, qui est également l'État qui devait nous accompagner dans la formation des cadres de notre administration ainsi que de notre Office national du tourisme, mais aussi dans la création de l'Académie nationale du tourisme, qui est le fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. Mais aussi nous avons renoué, si pas renforcer notre coopération avec l'Organisation mondiale du tourisme, qui vient de nous offrir une opportunité. Bientôt là, la République démocratique du Congo va bénéficier aussi de la formation en ligne dans l'Académie du tourisme et de l'Organisation mondiale du tourisme, pas seulement ça, et aussi dans la formulation de notre politique nationale. Parce qu'il faut le relever, c'est aussi un instrument majeur que nous manquons, une politique nationale sur le tourisme. Nous avons déjà commencé le travail avec un expert de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est également le fruit de cette coopération. Et il y a également un axe majeur sur lequel nous comptons développer le tourisme, c'est le développement du tourisme des niches. La République, elle est trop grande. Je pense que je ne serai pas contredit par le professeur que nous serons incapables de lancer le tourisme à la fois dans toute la République. Nous avons mis en place un nouveau concept qui est de la création des zones de développement et d'expansion touristique. Pourquoi ces zones? Vous avez posé une question très importante à notre opérateur qui est à nos côtés ici. Pour investir dans le tourisme, ça demande beaucoup d'argent. Mais nous avons pensé, pour faciliter les investissements dans le tourisme, nous allons mettre en place 5 zones de développement touristique prioritaires. Et à travers ces zones, nous allons accorder des facilités au-delà de ce qu'accorde le Code des investissements pour que ce soit que l'État lui-même puisse développer des partenariats avec les privés ou soit avec les partenariats publics aussi, afin de développer des infrastructures touristiques à travers la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, là, je reviendrai justement vers ce tourisme des niches, mais bien avant, ça aussi je comprends qu'une grande vision, mais qui demande beaucoup de moyens, je ne sais pas si réellement vous avez ces moyens ou comment vous allez mobiliser ces moyens pour arriver à atteindre ou réaliser cette vision, mais je reviendrai vers vous tout à l'heure. Professeur, quel conseil pourriez-vous donner en écoutant cette grande vision en tant que scientifique? Comment cela peut se réaliser? Je n'aimerais pas être à la place de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme. Pour trois raisons. Parce que les défis sont énormes. Très énormes, mais surtout au niveau de la mentalité et des gouvernants et des gouvernés sur les concepts mêmes du tourisme. Mais je vais rebondir sur ce que le ministre avait parlé. Il a essayé de donner les principaux sites touristiques que nous avons. Dans les jargons, nous appelons ça les hardware touristiques. Mais ça ne suffit pas. Pour la simple raison que pour développer le tourisme, nous avons 4 composantes. Nous avons les transports, nous avons l'hébergement, la restauration et l'animation. Il faut faire la symbiose de ces 4 composantes. Ce sont ces 4 composantes qui sous-tendent, disons, l'économie du tourisme. Mais le transport n'est pas géré par le ministère du Transport. Du tourisme, voulez-vous dire? Le ministère du Tourisme, ouais. Voulais-je dire. Excellence, c'est les 4 ministres du tourisme. Le premier, c'était Madame Birigno, la première, Madame Birigno. Après, c'était, je crois, son Excellence Kakule. Et puis Ngbanda. Voilà, donc, on institue le ministère du Tourisme, après ça disparaît. Ça disparaît, ce qui fait qu'il n'y a pas une continuité des politiques. Lui vient adopter, nous espérons qu'après lui, le ministère du Tourisme va résister, nous espérons. Alors, lui ne gère que la partie hébergement, restauration, pas du tout l'animation.
Donc, il est obligé de voir avec les autres collègues. L'opérateur Zongo a dit qu'il y a un problème d'accessibilité. Ce n'est pas le ministre qui va construire la route. Hein. Non, il y a un ministère d'infrastructure. Il faut que aussi ces ministères-là puissent comprendre la responsabilité que son département a pour essayer d'arranger les routes vers, les voies d'accès vers les sites touristiques. Mais ce n'est pas sa priorité. Vous voyez que nous n'aurons pas une même priorité, mais plusieurs priorités qui en principe ne peuvent pas faciliter le tourisme. La partie animation, je prends seulement les sites touristiques, ça fait partie des animations. Ce n'est pas son Excellence qui gère, c'est le ministre de l'Environnement. Et là, c'est une autre logique. Or, le tourisme doit réunir toutes les 4 composantes. Vous ne pouvez pas dire que quand les touristes doivent venir, non, il a besoin de moyens de transport pour qu'il quitte chez lui et venir ici. Et à l'intérieur. Mais son Excellence doit essayer de dialoguer avec les autres. Et la plupart des fois, ce sont les privés qui entreprennent, ils ont leur logique. Ça, c'est une première difficulté pour ces composantes-là. Essayer de les constituer en forfait touristique. Et c'est un tour opérateur qui peut le faire. Deuxièmement, c'est au niveau de la population que nous sommes. Nous n'avons pas une culture touristique. Ce n'est pas par notre propre faute, non. C'est là où nous disons que dans le tourisme, les pouvoirs publics ont beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Dans le sens que il faut qu'on puisse commencer à apprendre aux enfants qu'ils ont droit aux vacances. Les vacances. Vous attendrez, dans les autres pays, on vous dit que non, le gouvernement est en vacances. Hein, et le chef de l'État part en vacances. Et vraiment, vacances, vous allez les retrouver au niveau des stations touristiques, des plages. Il oublie un peu qu'il est président, parce qu'on a besoin de ça. Quand on paie les congés payés, cet argent, ce n'est pas pour acheter des tôles pour votre maison, mais c'est pour que vous puissiez partir en vacances. Je peux quitter avec ma famille, je pars à Zongo, pour 1 mois, je reste. Ça contribue à l'économie touristique, mais aussi à ma santé. Il est médecin, il le sait, le temps de repos. Mais il n'y en a plus. Est-ce que dans notre société, nous avons le temps libre? On n'en a pas. On doit essayer d'inventorier les temps libres. Nous sommes 6 jours au travail, le dimanche, le 7e jour, nous sommes à l'église toute la journée, du matin jusqu'à la nuit. Donc, on n'a pas de temps libre. Alors que le temps libre, c'est un facteur de développement du tourisme. Quand nous apprendrons que nous avons droit au congé, de ces congés-là, je peux avoir des vacances parce qu'on m'a payé ce qu'on appelle pécule de congé. Je peux aller en congé et ça va aller de soi. Nous n'attendons pas seulement les touristes venant de l'extérieur. Parce que jusque-là, les touristes, d'abord, c'est nous-mêmes. Les Congolais, voilà. Les ministres peuvent être touristes, les chefs de l'État peuvent être touristes, les cardinals peuvent être touristes, les prêtres, les pasteurs, tous. Non, mais je pense que le professeur peut s'assurer que notre gouvernement, avec l'autorisation du chef de l'État, nous avons bénéficié d'un congé. Et puis le chef de l'État l'a montré, il a été le premier touriste, il est allé passer sa villégiature à Mwanda, dans nos plages. Et nous-mêmes, en Kita Zongo, qui est également un site merveilleux, je crois que la plupart des ministres, nous avons bénéficié également de congés. Et en ce qui concerne la culture, je crois que je tiens à rassurer aux professeurs, nous avons relancé les concepts du tourisme domestique en mettant bientôt là en place le tourisme scolaire qui doit réellement répondre. Et nous avons également ajouté un contenu à cela. Et en ce qui concerne les entreprises, dans le cadre du tourisme social, qui est également une des missions de notre Office national du tourisme, nous sommes en train d'étudier avec Madame le ministre du Travail
comment est-ce que nous pouvons réellement faire bénéficier aux travailleurs congolais les vacances comme ça se passe ailleurs. Je crois que partout ailleurs en Occident, pendant ce mois de juillet, vous écoutez que c'est tout le monde qui part en vacances. Mais je crois qu'en République démocratique du Congo, nous avons énormément de difficultés. Mais je pense que cela ne peut pas nous empêcher réellement à bénéficier de ces différentes opportunités. Il y a le directeur général de l'ICSN qui était là où vous êtes, monsieur le ministre. Il nous a dit, dites-moi qui est ce ministre qui est déjà arrivé au Virunga. Et je pense qu'en évoquant ce que vous êtes en train de dire, vous confirmez ce que l'ADG dit, donc le directeur général de l'ICSN. Non, je pense qu'il n'a pas dit faux, mais dire également que nos ministres ne visitent pas les sites. Non, c'est aussi faux. C'est aussi faux, mais moi-même je suis là. J'ai déjà visité plusieurs fois les jardins botaniques, même en tant que ministre. Ouais, c'est peut-être parce que c'est à côté. Non, dans le cadre du divertissement. Virunga, par exemple, Salonga, aucun ministre n'y est allé, malheureusement. Non, je ne crois pas. Voilà. Non, il y a un autre problème. C'est pas que si les ministres arrivent là-bas ou les chefs de l'État arrivent là-bas, que le tourisme est lancé. Ça, c'est un autre facteur. Mais ça joue quand même sur l'image. J'arrive. Je tiens à remercier c'est que son Excellence a dit qu'ils ont eu des congés gouvernementaux. C'est la première fois que nous attendions dans ces pays. Je crois que ça change et qu'ils sont partis vraiment en dehors de leur résidence habituelle. Et j'espère que toutes les autorités qui sont parties ont honoré leurs factures pour ne pas accroître les dettes intérieures. Okay. Ça aussi, c'est notre problème au niveau des opérateurs. Mais il y a un problème des revenus, des ressources pour aller faire le tourisme. Il y a un problème de revenus. Les Congolais n'ont pas de revenus qui puissent lui permettre d'entreprendre les activités touristiques. Et ces revenus-là, il y a une part qu'on appelle revenus discrétionnaires. Il n'y en a pas. Par rapport au salaire que les Congolais touchent, je parle du fonctionnaire de l'État. Donc on doit essayer de revoir les barèmes, de façon que les parents puissent être capables d'accorder aussi les vacances à leurs enfants. Professeur, ça c'est dans la dimension classique, académique, oui. Mais par rapport au plan directeur qu'a évoqué le ministre, oui. S'il faut le matérialiser, oui. Par où le ministère doit commencer? Vous en tant que technicien. Bon, c'est le ministre qui doit répondre parce que je n'ai pas été dans ce forum. Mais le grand problème, c'est que j'ai dit et je répète, le tourisme, c'est un secteur économique. Et je suppose que dans les plans directeurs, on a pris la responsabilité d'essayer d'évaluer, de quantifier la demande touristique. Qu'est-ce que nous attendons d'ici, par exemple, à 2030 ou 2040? Combien de touristes nous voulons qu'ils puissent visiter notre pays? Et où, quel temps ils ont fait l'offre touristique? Qu'est-ce que nous allons offrir à ces touristes qui vont venir? La partie investissement, comme son Excellence a dit, il ne suffit pas de dire que non, nous avons les codes des investissements, nous avons ceci, mais sur le plan pratique, sur le plan du tourisme et du secteur du tourisme, quelles sont les possibilités d'investissement qu'on aurait mises en place? Si vous avez ces histoires-là et vous venez voir maintenant l'organisation du tourisme dans les managements où lui est ministre, on doit avoir l'ONT qui est aussi un établissement sous sa responsabilité. Ça, c'est la partie administration nationale du tourisme. Mais de l'autre côté, nous avons la partie du secteur opérationnel où nous devons voir est-ce que nous avons des tours opérateurs, parce que nous devons avoir nos tours opérateurs qui, en principe, doivent vendre notre destination. Les agences de voyage, nous les avons, pas les agences de voyage sont en principe de ceux qui font les ponts entre tours opérateurs et les touristes, les clients. La plupart que nous sommes ici, ils se limitent au ticketing.
il ne joue pas le rôle d'agence de voyage, qui est en principe une entreprise touristique. Et en plus, vous avez les autres secteurs là, philanthropiques sur lesquels on doit s'appuyer. Donc tout ça, ça doit se retrouver dans les plans et je crois dans 15-10 ans, on peut espérer quelque chose. Alors, M. Joël Kabongo, je reviens vers vous pour essayer un peu de savoir quel est le profil de vos visiteurs aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont des Congolais conscients du tourisme? Parler de conscience, on ne peut pas le dire à 100%. Parce que la culture touristique n'est pas encore à son comble, la République. Ce n'est pas encore au niveau où on s'attend. Mais c'est comme quand on était petit, on a soif de découvrir quelque chose après avoir reçu une information. Et je peux vous rassurer qu'à lire les gens qui nous visitent, l'impression de quelqu'un qui peut devenir un touriste, c'est après avoir visité Zongo. Donc je peux vous dire que je ne peux pas lire la personne avant, mais je peux la lire après. Parce que il y a des gens comme ça qui étaient venus pour la première fois et puis ils ont pris goût, les langues. Je peux vous dire qu'il y en a, je ne peux même pas dire une dizaine ni une centaine, mais ils sont un nombre, on ne peut pas les compter. Des personnes qui reviennent et qui reviennent. Je peux même dire l'année passée avec le dernier régime, on a eu 2 fois la visite du président Joseph Kabila, qui est venu une fois et qui est encore revenu. Pour vous dire que j'espère que son Excellence a découvert le lieu et je parie qu'il a la soif de revenir. Parce que quand vous passez à Seli Safari Zongo, vous avez le désir de revenir. C'est l'impression que nous lisons dans le chef de nos touristes. Monsieur le ministre, dans les documents qui ont été élaborés pour le développement du secteur touristique, avez-vous pensé à collaborer avec les ministères avec lesquels les ministères concernés dans le cadre du développement de ces plans? Je pense que pour les suivis et l'évaluation de ces plans, nous avons réellement pensé à mettre en place un comité interministériel. Je crois que le professeur l'a soulevé. Nous sommes un ministère qui vit aux dépens des autres. Nous avons également le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères et de l'Intérieur? Vous avez évoqué la question de la sécurité. Il y a également des difficultés qui sont énormes en ce qui concerne les visas en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons jeté les bases. Bientôt en République démocratique du Congo, nous aurons un visa touristique. C'est un dossier qui a déjà été déposé au niveau du gouvernement. Mais nous ne pouvons que l'obtenir avec l'appui et surtout l'accord de ces 2 ministères. Au-delà de ça, cela va également faciliter l'accessibilité en ce qui concerne les touristes pour avoir leur visa et revenir en République démocratique du Congo, ce qui aujourd'hui constitue une énorme difficulté. Avec le ministère des Affaires foncières, parce qu'il faut les relever, le tourisme, c'est comme une pyramide, l'industrie touristique. La base constitue son lancement. Mais avant de lancer l'industrie du tourisme, je crois que nous avons parlé de produits. Mais nous devons nous poser la question de savoir, nous avons combien d'hôtels en République démocratique du Congo? Mais pour avoir des terrains et développer ces différentes activités, nous avons besoin effectivement du ministère des Affaires foncières. Voilà pourquoi ce ministère également est prévu comme étant un ministère qui doit faire partie de cette équipe, mais aussi le ministère du Transport qui organise réellement les déplacements à travers tout le réseau et aussi le ministère des Infrastructures qui prend en compte le développement des infrastructures en ce qui concerne le réseau routier. Il y a aussi un problème qui se pose justement, c'est les problèmes de l'assurance touristique. Est-ce qu'aujourd'hui vous y travaillez quand même? Parce que beaucoup d'étrangers qui veulent venir en RDC se disent on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'assurance. Même au niveau international, il n'y a pas d'assurance. Est-ce que vous y travaillez quand même? Non, je ne pense pas qu'en RDC, il n'y a pas d'assurance. D'ailleurs, dans la nouvelle réglementation dans le secteur de l'hôtellerie et des restaurants, nous avons obligé à tous les opérateurs d'avoir d'abord une assurance. Parce que c'est ce que prévoit également la loi. Nous l'avons également ressorti dans la nouvelle réglementation qui doit être mise en place. Mais aussi, nous avons déjà beaucoup de sociétés d'assurance qui sont développées à travers le pays. C'est là où nous travaillons déjà avec une de ces sociétés. Je ne vais pas faire la publicité ici, mais nous avons ce souhait de travailler avec l'ensemble de ces sociétés. Et
associer également les différentes agences de voyage pour réellement faciliter l'assurance aux touristes qui arrivent. Parce qu'il faut le dire, la République démocratique du Congo et surtout la ville de Kinshasa regorge également beaucoup d'établissements hospitaliers de qualité qui nous permettraient également de développer même le tourisme médical dans notre pays. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser réellement qu'il y a des tours opérateurs au Congo? Je ne peux pas, je suis organisateur du secteur. En tout cas, depuis que je suis arrivé, je n'ai même pas signé un agrément d'un tour opérateur et je ne pense pas que mes prédécesseurs l'ont signé. Nous avons des agences de voyage qui, pour l'instant, essaient d'organiser ces activités et des associations touristiques. Mais bien sûr, les tours opérateurs qui vendent les destinations, en proprement dit, en tout cas en République démocratique du Congo, nous les avons. Nous y travaillons. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place un cadre de concertation entre les privés et les publics. Parce que c'est dans ces cadres-là que nous allons également accompagner les privés à développer leurs activités pour qu'ensemble nous puissions avoir des acquis. Et vous avez prévu des facilitations? Oui, de quelle nature par exemple? Pardon? De quelle nature par exemple? Oui, les facilitations pour l'instant, c'est comme je l'ai dit. Nous sommes en train de travailler pour d'abord réduire les taux en ce qui concerne les licences. Ça aussi c'est un problème. Vous savez, la Covid a frappé beaucoup d'établissements. En ce qui concerne nos propositions, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour réduire également les taux en ce qui concerne les licences d'exploitation, les certificats d'agrément et les licences d'exploitation. C'est ce qui va également permettre aux opérateurs facilement de s'acquitter à leurs obligations fiscales. Et en ce qui concerne la parafiscalité, nous avons également réduit les taux de la redevance. C'est ce que nous avons fait pour l'instant. Et en ce qui concerne l'accompagnement, nous n'allons accompagner pour l'instant que les opérateurs qui existent déjà. À travers l'Office national du tourisme qui gère le fonds de promotion, bientôt là, nous mettons en place un fonds qui va accompagner les opérateurs qui ont connu des difficultés. Mais bien sûr, avec des projets qui seront validés, parce que nous ne voulons pas tomber dans les erreurs du passé. Vous avez vu des financements qui ont été donnés auprès des opérateurs privés, mais qui ont servi à autre chose. Mais au-delà de ça, il y a même le ministère de la classe moyenne qui a également prévu dans le cadre du projet PADEPEM un fonds pour soutenir les opérateurs et aussi le chef de l'État lui-même dans le cadre du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des effets de la Covid. Il y a également un fonds qui est prévu pour les opérateurs dans le secteur de l'ORECA, donc des hôtels, restaurants et cafés. Il y a un problème, un obstacle important pour les tourismes, comme l'a surélevé l'opérateur des Zongo, c'est la structure des prix. Les prix en RDC, les prix touristiques sont exorbitants quand vous comparez avec les autres. Évidemment, ça ne dépend pas du ministre du Tourisme, mais ça encore c'est le ministère de l'Économie. Donc, il y a toujours les prix planchers qui, en principe, est les prix plafonds. Donc, l'opérateur doit nager. Mais ici, tout le monde est aligné au prix plafond. Regardez par exemple les compagnies aériennes. Congo Airways avait commencé à combien? Je prends la destination Kinshasa-Lubumbashi. C'était 240. Aujourd'hui, disons, avant, ils étaient à 360. Mais peut-être même quand on va recommencer ici, nous serons à 400. Qu'est-ce qui justifie ces prix qui passent en dollars de 240 à 360? Ça décourage les tourismes. Ça décourage. Quand vous allez dans les hôtels, la même chose. On vous présente une chambre, par exemple, à 300, 400. Quand vous comparez avec les autres, non. Il y a des structures, des échelles pour la fixation des prix. Aujourd'hui, on fait à 1 pour 2000 dans les hôtels. Mais quand vous comparez dans nos hôtels, j'ai essayé de faire un travail avec les étudiants, nous sommes à 1 sur 200. Ce qui fait que nos hôtels sont plus chers que les hôtels d'ailleurs et qui en principe ne rivalisent pas sur le plan des services. C'est un problème sérieux. Et c'est le ministère en principe de l'économie qui doit essayer de voir la structure des prix des entreprises. Pas seulement touristiques, toutes les entreprises, parce que les entreprises touristiques achètent
des services auprès d'autres entreprises. Ce qui fait que ça peut augmenter leur coût de revient et puis en ajoutant la marge bénéficiaire, ils sont au-delà. Monsieur le ministre, parce que le professeur l'a évoqué, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il y a une bonne relation qui existe entre votre ministère et le ministère de l'économie, justement parce que la question des fixations des prix pose sérieusement problème. Même moi, je suis à Kinshasa, je ne sais pas me taper le luxe d'aller visiter, par exemple, les jardins Yala à l'Équateur qui est plus proche ici. Est-ce que vous y travaillez quand même en collaboration avec l'autre ministre, votre collègue, pour essayer de trouver les justes milieux et permettre aux Congolais de se déplacer? La question du prix, c'est une réalité que nous ne pouvons pas réfuter. Dans le cadre de nos attributions, nous avons également pensé à travailler avec le ministre qui a l'économie dans ses responsabilités afin qu'il soit résolu ces problèmes. Le tourisme coûte cher en République démocratique du Congo. Je ne peux pas dire que c'est faux, c'est vrai. Mais je pense qu'avec le même prix des fois, le Congolais également, nous sommes prêts à acheter le tourisme ailleurs. Hein. Ou aller dépenser plus. Hein. Ah, voilà. Donc ça aussi, c'est un problème de culture. Nous sommes peut-être prêts à dépenser plus ailleurs. Je pense que ce problème ne concerne pas seulement les ministères de l'économie. Ça concerne notre politique en général. Et à travers les ministères de l'économie, je pense que les cadres de concertation que nous mettons en place avec les privés nous permettra réellement de définir un prix qui va faciliter aux touristes de s'acheter, que ce soit leur destination, de se payer des hôtels, mais aussi nous sommes en train de faire un plaidoyer pour réduire les taxes qui existent, parce qu'il y a une multitude de taxes qui sont en dehors des taxes touristiques dans notre secteur. C'est ce qui des fois aussi pousse aux opérateurs à mettre des prix un peu élevés dans le secteur du tourisme. Mais je crois qu'avec le ministère de l'économie, nous sommes en train d'y travailler et avec des opérateurs, déjà avec, il faut le dire, avec la FEC, nous travaillons sur ça. C'est d'ailleurs à l'issue de nos entretiens avec la FEC que nous nous sommes décidés à réduire les taux de la redevance. C'est un travail qui continue également toujours avec la FEC, la FENAPECO, ainsi que la COPEMECO, pour que nous puissions également nous battre pour éliminer certaines taxes qui sont considérées non utiles dans le secteur du tourisme. Je pense que tout ça jouera dans la structure du prix dans notre secteur. Parce que je l'avais promis, et tu permets que je rebondisse sur ma question sur les fonds. Vous avez une noble vision, une grande vision du tourisme de la RDC. Comment allez-vous trouver les moyens pour matérialiser cette vision? Je pense que c'est une question qui n'est pas facile, il faut le dire. Les investissements dans le tourisme demandent énormément d'argent et les investissements que nous recevons dans le cadre du budget ne permettent pas au ministère du Tourisme d'investir. Raison pour laquelle nous avons déjà un atout que le pouvoir public nous a donné, c'est le fonds de promotion du tourisme. Quand nous parlons de la numérisation, c'est effectivement la stratégie que nous avons mise en place pour asseoir ces fonds, qu'à travers ces fonds, nous puissions réellement lancer des constructions et des investissements dans le secteur. Nous avons également le secteur privé. Avec des facilitations que nous avons accordées, le secteur privé également travaillera dans l'investissement, parce que ces différents projets ne seront pas qu'appuyés par l'État. Il y a les privés qui vont appuyer des projets, il y a également le fonds qui va accompagner des privés qui vont appuyer des projets, et il y a également des partenariats publics-publics et aussi les partenaires techniques et financiers. Parce qu'il faut le relever, depuis que moi je suis dans le secteur du tourisme, je sais que j'ai remarqué les difficultés que nous avons eues à chaque fois que le tourisme s'est retrouvé soit à l'environnement ou à la culture. Les partenaires techniques n'ont pas accompagné notre secteur. Raison pour laquelle nous avons renoué cette coopération avec les partenaires techniques et financiers afin de bénéficier également. Maintenant, vous avez quel partenaire par exemple? Nous sommes en train de travailler avec le PNUD et déjà en discussion avec la JICA et aussi avec le VVF qui nous a déjà accompagnés même à développer les projets de l'écotourisme au niveau de la réserve de Lomako avec l'ICCN. Donc je pense que ce sont des partenaires qui nous accompagnent. Et à l'issue de notre rencontre avec le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme à Madrid, nous avons également obtenu un grand partenaire qui est un Chinois, Shimlong, qui promet réellement d'accompagner le développement de l'écotourisme
dans nos différents parcs en République démocratique du Congo? Moi, je complète son excellence. Je parle en tant qu'enseignant. C'est l'État qui, en principe, veut que le tourisme soit un secteur qui puisse être porteur, doit mettre les paquets, doit donner les moyens. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu pour le développement du tourisme? Ça, c'est un facteur que nous devons savoir. Je donne un petit exemple. Lorsque Macron est passé, le président français, la France est la première destination. Il a dit que nous devons rester la première destination et a mis 5 milliards d'euros dans les secteurs. Mais nous, notre gouvernement a donné combien? A donné au ministre combien pour le développement du tourisme? On ne peut pas fonder le développement du tourisme sur les privés. Non. Les pouvoirs publics, l'État doit s'en charger. Parce que c'est un secteur prometteur. On n'a pas d'aéroport. Quel aéroport nous avons ici? Non, actuellement un touriste vient, il ne peut pas se mouiller dans l'aéroport. Non, c'est peut-être à aider. On doit avoir des passerelles électroniques. On n'en a pas. On est en train de penser sur 5 ou 6 passerelles. Il y a combien de compagnies internationales qui desservent Kinshasa? Nous voyons petit ou nous voyons grand. Le tourisme congolais que nous voulons, c'est le petit tourisme ou le grand tourisme des grands Congo. Mais nous devons essayer de voir. Nous construisons 6, les autres construisent 30. 50. Professeur, nous sommes en train de fêter les 60 ans de l'indépendance de la RDC. Quel message avez-vous à lancer à l'intention de la population concernant surtout la promotion du secteur touristique? Bon, ce n'est pas la population parce que la population n'a pas assez de ressources pour faire les touristes. Elle a droit au tourisme aussi, oui, elle en a droit ou pas? Assez. Quand bien même que l'Excellence avait dit que nous allons à l'extérieur, ce sont les riches qui vont à l'extérieur. Les riches d'ici vont à l'extérieur. Mais nous, les pauvres, nous n'allons pas. Nous sommes incapables d'aller même chez nous. Donc nous restons là. Mais ce que je peux dire, c'est d'une manière générale. Et ça, je prends la maxime de Confucius, qui a dit, si un État est géré par les principes de la raison, la pauvreté et la misère sont des sujets de honte. Mais si un État n'est pas géré par les principes de la raison, les richesses et les honneurs sont un sujet de honte. Voilà ce que je peux dire. Je peux paraphraser tout ce qui reste là en cette maxime-là. Voilà, avant de chuter avec le ministre, je voudrais prendre M. Joël Kabongo. Je voudrais savoir quelle est la nature des difficultés que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur dans le domaine du tourisme. Nous avions eu des difficultés sur lesquelles on a sérieusement travaillé et qu'on continue à travailler. Au début, c'était d'abord la qualité des ressources, des personnes compétentes pour nous accompagner dans notre vision en fait. Par exemple, pendant que nous avons commencé en 2008, notre personnel était essentiellement constitué que des personnes de Kinshasa. Et donc la grande difficulté que nous avions d'abord, c'était pour les prendre en charge, les amener là-bas, parce que sur le terrain c'était très difficile. Alors Célie Safari a mis en place il a pris du temps pour former les autochtones. Et donc aujourd'hui on peut dire qu'on a résolu à 90% cette difficulté parce que 90% de notre personnel sont d'origine de Matanda, de Zongo et des Matanda, à qui on a donné cette formation-là. Et l'autre difficulté que nous avons jusqu'à aujourd'hui, c'est cette facilité des desserts alimentaires, parce que quitter Zongo ou quitter les chutes de Célie Safari pour arriver à Kisantu, c'est un peu très loin pour desservir Zongo. Donc nous sommes en train de nous battre pour avoir des moyens faciles pour pouvoir ramener facilement, si je peux me permettre la tautologie, facilement la desserte alimentaire à nos touristes. Voilà un peu les difficultés que nous avons éprouvées sur le terrain. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. 60 ans après, quel est le bilan que vous faites du secteur du tourisme en RDC? Très honnêtement,
Je pense que le secteur du tourisme en République démocratique du Congo, au regard des 60 années passées, est mitigé. Est mitigé, pourquoi je l'ai dit. Malgré nos difficultés, la République démocratique du Congo, il faut le signaler, en 2019, le parc national de Virunga s'est situé parmi les 20 meilleures destinations ici en Afrique. C'est quelque chose. Et en ce qui concerne les classements au niveau de l'Afrique, nous sommes très loin, nous sommes 35e, au même titre que l'Angola. Cela ne nous revient pas, ne nous convient même pas. Je crois qu'ensemble, les pouvoirs publics, les opérateurs privés, ensemble, nous allons réellement développer le tourisme dans notre pays. L'État est conscient des difficultés, l'État est conscient de ses besoins immenses et petit à petit, nous allons y répondre, mais nous devons commencer par la base. La base, comme je l'ai dit, constitue d'abord avoir des instruments qui vont nous aider réellement à développer le tourisme. Les instruments majeurs que nous devons avoir, c'est la politique nationale du tourisme ainsi que les plans directeurs intégrés. Et c'est pour quand cette politique? Et la politique, elle est en élaboration. Si tout va bien, d'ici le mois de novembre, nous aurons notre politique nationale du tourisme parce que cela nous demande beaucoup d'études. Il faut voir les enseignants, il faut voir les privés, il faut aller sur terrain. C'est un travail très laborieux et ces deux instruments qui vont nous aider avec le plan directeur qui fixe réellement, le plan directeur que nous avons élaboré pour 10 ans, qui fixe réellement les différents investissements et les stratégies à mettre en place et les réponses également aux problèmes que nous avons dans le secteur pour que réellement nous puissions investir dans le domaine du tourisme et donner la place de la République démocratique du Congo que nous espérons parmi les 5 meilleures destinations d'ici 2030 à l'issue de l'exécution de notre plan directeur. Ça a été un plaisir de vous recevoir tous sur ce plateau et partager autour de cette question du tourisme. Et nous espérons peut-être que prochainement, nous aurons encore besoin de vous, certainement, monsieur le ministre, et aussi notre expert et pourquoi pas aussi notre opérateur économique, pour enrichir ces échanges et aider les Congolais à pouvoir comprendre que nous sommes les premiers consommateurs du tourisme congolais. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne va le faire donc à notre place. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Je tiens quand même à remercier mon collègue Tati Mapoukou. Moi également, je te remercie. Merci à nos invités qui ont répondu à l'invitation que nous leur avons lancée il y a une semaine. Exact. Merci beaucoup. Donc, tenez que cette production a été réalisée par Actualité.cd, Environews, Forum des As et Radio Capi. C'est dans le cadre des 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc, habituez-vous déjà avec ces plateaux parce que nous recevrons de temps à autre plusieurs invités des marques pour aborder certaines questions environnementales, des questions de tourisme. Nous vous fixons un rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Table ronde, d'indépendance, route et Sandra.